Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui accompagne les professionnels de la gestion de patrimoine et qui décrypte les tendances et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change, en replay sur bismart.fr et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous nous demanderons tout d'abord comment naviguer dans un environnement instable lorsque l'on est un family office et quel est le rôle crucial du family office dans ce contexte. Nous en parlerons avec Grégory Saucé, Family Officer et directeur adjoint chez Neuflize OBC Family Office. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine où nous nous demanderons, dans cet environnement fiscal instable notamment, s'il faut anticiper au maximum les transmissions d'entreprises. Une discussion que nous aurons avec Gilles Bossigère, vice-président de l'Ordre des experts comptables de Paris, mais aussi avec Agnès Bény, gestionnaire de patrimoine. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous retrouverons Guillaume Berthiaud, président de Sofidy Gestion Privée, avec qui nous tenterons de comprendre quels sont les réflexes qu'il faut avoir en début d'année, enfin en rentrée 2025 en matière d'imposition. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique où nous allons nous demander ensemble comment naviguer dans un environnement instable lorsque l'on travaille dans un family office. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Grégory Saucé. Bonjour Grégory Saucé. Bonjour. Vous êtes family officer et directeur adjoint chez Neuflize OBC Family Office. Et le sujet qui va nous animer aujourd'hui, c'est comment on arrive à prendre des décisions et à monter une stratégie dans un environnement aussi instable que celui qu'on connaît actuellement. Mais peut-être tout d'abord, pour commencer, vous êtes family officer. Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement ce que c'est qu'un family office ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un point très important pour ce sujet qui est assez vaste. Le family office, c'est une structure qui va accompagner une ou des familles dans la gestion de son patrimoine. Donc, une famille, on parlera de single family office, D'accord. SFO, MFO, multifamily office, lorsqu'on va accompagner plusieurs familles. D'accord, dans la gestion de leur patrimoine au quotidien. Exactement. Alors après, il y a plusieurs façons de qualifier le métier pour être très très concret. On va parler de chef d'orchestre ou de directeur financier avec un prisme très particulier qui est celui de la gestion du patrimoine. Donc, le directeur financier familial quelque part. Exactement. D'accord. Et alors, dans un contexte instable, incertain comme celui qu'on connaît actuellement, budgétaire, financier ou autre, en quoi le rôle du family office est-il important ? Il est très important parce qu'il va donner de la rigueur et institutionnaliser une pratique qu'une famille n'a pas forcément. D'accord. Sont souvent des chefs d'entreprise, des entrepreneurs que l'on peut accompagner. Ils ont su institutionnaliser et organiser leur entreprise. Leur patrimoine, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est cette rigueur que le Family Office va apporter afin de coordonner l'ensemble des meilleurs experts qui vont pouvoir les aider à assurer leur projet. La rigueur face potentiellement au côté émotionnel qu'on peut avoir aussi dans la gestion de son patrimoine au sein d'une famille. C'est exactement cela. Quelles sont justement les préoccupations que vous voyez aujourd'hui au sein des familles que vous accompagnez ? Elles sont de quel ordre fiscal aujourd'hui ? Alors, il y a forcément une petite zone d'ombre par rapport à la fiscalité. Ce qui va nécessiter beaucoup de travaux avec l'ensemble des experts pour construire les différents scénarios dans un environnement qui est incertain. D'accord. Ouais. On va construire des plans stratégiques avec l'ensemble des clients et ces différents scénarios qui vont nous permettre aussi d'envisager une éventuelle adaptation de l'organisation actuelle de la famille. Donc ça, c'est ce que vous faites à l'heure actuelle, puisqu'on n'a pas de certitude sur le budget 2026. C'est exactement on fait des scénarios. Je vous confirme, c'est exactement notre quotidien de discuter avec tous les experts, avocats, notaires, les différents banquiers, pour construire ces scénarios et tenter de s'adapter à cet environnement. Et alors, sans nous dévoiler, parce que j'imagine que chaque scénario dépend de la stratégie, mais il y a des scénarios rassurants quand même Oui, quand même. On ne peut pas être toujours négatif. Il faut savoir avancer et si on veut piloter correctement, le family office, c'est aussi être une boussole, un repère dans cette zone d'incertitude. Donc oui, effectivement, il y a des scénarios qui sont positifs. Bon, il n'y a pas que le sujet fiscalité quand on est effectivement... J'aime bien cette idée de directeur financier familial. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que vous vous définissez, mais il n'y a pas que le sujet fiscal. Il y a aussi les investissements, les allocations d'actifs. Dans le monde que l'on connaît actuellement, comment est-ce qu'on arbitre et dans quoi est-ce qu'on gère son allocation d'actifs, Grégory Saucé ? Il y a un point qui est crucial dans notre métier, je crois, et c'est une conviction forte, c'est la diversification. Bien sûr.
Et donc, on va adapter l'environnement et la diversification pour investir sur différentes classes d'actifs. Et on va potentiellement s'ouvrir à de nouvelles classes d'actifs. L'incertitude peut être source de volatilité. Qui dit volatilité, on va peut-être aller sur de nouvelles classes pour soit jouer cette thématique, soit au contraire la contrer. D'accord. Donc en fait, le maître mot aujourd'hui, c'est la diversification. Quand on parle de diversification, c'est quoi? C'est classe d'actifs, géographique aussi peut-être? Alors, quand on parle de diversification, effectivement, il y a classe d'actifs comme je l'évoquais. La géographie, on va se poser des questions. Est-ce qu'il ne faut pas s'ouvrir à de nouvelles thématiques? Nous avons, en tant qu'Européens, nous avons un biais toujours très pro-européen, mais est-ce qu'il ne faut pas s'ouvrir un peu plus à l'Asie, aux pays émergents? Ce que font très peu les Européens, finalement, et encore plus les Français, de ce qu'on a pu observer. Mais il va y avoir aussi le sujet de devises. Les patrimoines sont de plus en plus internationaux. Il peut y avoir aussi des investissements plaisir de type résidence secondaire dans des pays qui ne sont pas de zone euro. Il va falloir gérer, anticiper les besoins de cash dans ces différentes devises. D'accord, oui. Potentiellement, on va devoir couvrir le risque de change parce que l'idée, c'est de perdre de pouvoir d'achat à nos familles dans ce contexte-là. Et donc, il faut intégrer le sujet devise, que ce soit un risque ou une opportunité ou simplement un besoin de trésorerie. Exactement. Le sujet va tourner autour de la planification dans tous les cas. Est-ce que vous avez des outils, justement, parce qu'on parle beaucoup de planification, de rigueur, d'organisation, est-ce qu'il y a des outils qui permettent d'assurer un suivi, par exemple, vis-à-vis d'une famille? Parce qu'on parle d'une famille, on ne parle pas d'un individu, donc on parle potentiellement de plusieurs personnes qui ont des avis sur la stratégie. De plusieurs générations. De plusieurs générations, donc de plusieurs enjeux de génération aussi. Comment est-ce qu'on fait pour planifier? Est-ce qu'il y a des outils qui existent? Oui, bien sûr. Et quand j'évoquais le terme de directeur financier patrimonial, c'est appliquer les outils qu'on peut avoir dans une entreprise. Donc, création d'une documentation permanente de type charte familiale, politique d'investissement et documentation périodique avec la consolidation de l'ensemble des avoirs, des reportings de trésorerie qui sont mensuels, trimestriels et toutes les analyses, puisque un des secrets aussi du métier, c'est la maîtrise des risques, finalement, encore plus dans une période d'instabilité avec tous les aléas qui peuvent en découler. Et alors justement, en 2025, alors on est en fin d'année, on arrive vers la fin de l'année 2025. Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner aux familles qui s'inquiètent sur la gestion de leur patrimoine, que ce soit sur les marchés financiers, en matière de fiscalité, parce qu'elles voudraient s'ouvrir à d'autres classes d'actifs? Quels conseils on peut donner? Alors, je pense que s'il y a un maître mot, c'est la rigueur. D'accord. Ce qui rejoint les sujets que j'évoquais en amont. Il ne faut pas prendre de décision à birato, comme on le dirait en droit, et surtout ne pas gérer uniquement avec ses intuitions. D'accord. Donc il faut être rigoureux, pas forcément rigide, parce qu'il faut aussi savoir s'adapter et savoir faire son autocritique. Quand on est professionnel justement de la gestion de patrimoine, est-ce que ça arrive de prendre des décisions j'ai envie de dire, qui vont à l'encontre de l'intuition première de la famille, justement parce qu'on a cette rigueur et cette vision claire du marché à l'heure actuelle? Oui, complètement, parce que en fait, dans les process institutionnalisés avec les familles, le momentum d'un comité trimestriel où on va prendre des décisions va être le moment de faire le bilan du passé, d'entendre l'ensemble des experts patrimoniaux et potentiellement de réviser les décisions et les politiques d'investissement. Avec un rôle de conseil donc très important, si je comprends bien. Exactement. Merci beaucoup Grégory Sausset de nous avoir accompagnés donc dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes Family Officer, directeur adjoint chez Neuflis OBC Family Office. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, avec une question qui va nous animer à l'heure actuelle. Faut-il anticiper au maximum les transmissions d'entreprises en 2025 dans un contexte de remise en cause de certains dispositifs et notamment le pacte du Treil en cette année donc de 2025, mais surtout de réflexion sur le budget 2026. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Gilles Bossigère. Tout d'abord, bonjour Gilles Bossigère. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Ordre des experts comptables de Paris. Et on a le plaisir d'accueillir également Agnès Bény. Bonjour Agnès Bény. Bonjour.
Vous êtes gestionnaire de patrimoine. Alors, si on se pose cette question à l'heure actuelle, c'est parce qu'il y a quelques mois, on a vu plusieurs prises de parole sur ce pacte Dutreil dans une recherche un petit peu au moment des réflexions sur la loi de finances donc 2025 et ça revient pour 2026. Dans une recherche un petit peu de suppression de niche fiscale, le pacte Dutreil a été mis sur la table. Ça a été un petit peu oublié. Aujourd'hui, on passe de la taxe Zuckman. Et puis, on a quand même l'association Notaire Conseil Entreprise qui s'exprimait dans la presse cette semaine, qui s'inquiétait quand même du fait que ça puisse être mis en cause. Ça revient un petit peu tous les ans. Est-ce que, Agnès Bény, première question, votre métier, c'est de faire de la gestion de patrimoine. Est-ce que c'est une inquiétude, ce pacte Dutreil, qui soit remis en cause d'année en année et que d'un coup d'un seul, ça finisse par arriver ? Écoutez, oui, là, je pense que c'est imminent dans la mesure où il est intact, hein, le pacte Dutreil aujourd'hui, à ce jour. Mais en 2025, et lors justement de la préparation de la loi de finances 2025, fin 2024 déjà, et en avril, on a eu 37 amendements qui ont été déposés sur ce seul sujet, bien sûr, d'ailleurs, et qui font un peu trembler les chefs d'entreprise dans la mesure où les sujets qui sont impactés sont quand même très importants. Alors, je ne sais pas si on doit rentrer dans le détail, si, mais par exemple, on parle de l'allongement de durée de conservation. Bien sûr. Entre, une fois qu'on a reçu les titres, l'engagement collectif de 2 ans et ensuite de conservation 4 ans. Et on parle de l'allonger à 8 ans. Donc au total, ça fait 6 ans, 2 plus 4. Et on parle de l'allonger éventuellement de 4 à 8 ans. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, on en a souvent parlé, c'est de dire on exclut en fait, on va en fait parler du pacte Dutreil qui portera sur les titres en général, mais là, on va plutôt cantonné aux actifs éligibles et qui concernent l'activité industrielle, commerciale Bien ou sûr. agricole. On exclurait par exemple les biens immobiliers qui appartiendraient à l'entreprise mais qui ne seraient pas directement liés à l'exploitation commerciale. Par exemple. Et c'est là où notre réflexion, c'est de dire attention, si vous souhaitez mettre en place un pacte Dutreil et vous y pensez déjà en tant que chef d'entreprise, venez nous voir. Parce que ce point-là est souvent un point très important. On retrouve souvent de l'immobilier, en fait, hein, au sein des holdings ou même parfois de la société d'exploitation. Enfin, c'est un peu plus rare parce que les murs sont portés par une autre structure. Mais quand même, c'est un vrai sujet. Et puis, il y a un autre sujet qui est la minorité des enfants. Et donc ça, c'était clairement affiché lors du projet de loi de finances 2025. Et transmettre à des enfants mineurs qui ne peuvent pas avoir la gouvernance... Oui, qui ne peuvent pas reprendre l'exploitation. Qui ne peuvent pas reprendre l'exploitation, ça c'est un vrai sujet. Et je pense qu'il ne va pas être lâché d'ici demain. Gilles Bossigère... Alors, je vais aller droit au but. Est-ce que quand on est chef d'entreprise, qu'on a suivi ça de près depuis plusieurs mois maintenant, il faut accélérer sur la transmission d'entreprise aujourd'hui, préparer un maximum et potentiellement commencer à transmettre, alors même ça ne se fait pas en 2 jours, donc potentiellement que si on commence maintenant, ça n'arrivera qu'en 2026. Est-ce que c'est possible, entre guillemets, de bénéficier du régime à l'heure actuelle en anticipant que potentiellement ça puisse évoluer? Oui, bien sûr. Je pense que vous avez dit le mot juste, c'est que de toute façon, même si tu t'y mets maintenant, ça va prendre plusieurs mois avant d'aller au bout de l'opération. Et d'ailleurs, ce qu'on peut constater avec cette communication un petit peu néfaste autour du pacte Dutreil depuis 1 an, c'est que ça a découragé les chefs d'entreprise qui se disaient mais je ne vais pas me lancer dans un process qui va durer plusieurs mois de préparation avec mes conseils, avec le notaire, avec mes enfants, puisqu'il faut aussi les préparer, si pour que les règles du jeu changent dans 4 mois, 5 mois, 6 mois, que ce ne soit plus du tout la même chose. Oui, parce que même si on commence aujourd'hui, on peut être soumis au changement de règles du jeu. Tant que ce n'est pas acté, signé, on peut être soumis au changement de règles du jeu. Tant que ce n'est pas voté, mais même parfois quand le gouvernement a communiqué sur des mesures, elles peuvent être applicables dès cette communication. Donc le couperet peut tomber à n'importe quel moment. Et c'est vrai qu'il y a des dispositions, des amendements qui ont été poussés qui peuvent avoir un impact très important. Vous citiez le cas du resserrement de la base sur les actifs professionnels.
difficile. Alors évidemment, quand il y a les immeubles, bon, ça peut être facile à extraire, mais toute la problématique, c'est aussi le cash des entreprises. Est-ce que ça doit être inclus dans la base, pas inclus? Et on va au-devant de grandes problématiques d'évaluation, de contentieux, auxquels les dirigeants ne sont pas forcément prêts à faire face et ils risquent d'avoir peur. Donc pour moi, aujourd'hui, la menace numéro 1, qui est déjà en vigueur, c'est le découragement des chefs d'entreprise par rapport à ce dispositif. Okay. Donc nous, mais c'est même plus une menace, ce que vous dites, c'est une réalité à l'heure actuelle de ce que vous décrivez. Alors c'est peut-être pas tous, mais en tout cas c'est certains avec qui vous discutez. Ils sont découragés. Donc on essaye de les pousser, de leur expliquer que non, ça va pas forcément changer comme ça du jour au lendemain. On a quand même une assemblée qui est un peu paralysée, donc c'est une forme de protection, même si ça ne suffira pas forcément dans les mois qui viennent. Mais on essaye quand même de les pousser parce que ça reste un dispositif extrêmement vertueux pour leur entreprise et pour l'économie. Alors justement, parce que d'un côté, il y a l'argument c'est une niche fiscale, et de l'autre, il y a l'argument de continuation d'activité et de transmission, effectivement, et donc potentiellement de souveraineté aussi. Est-ce que vous constatez, Agnès Bény, qu'il y a ce découragement des chefs d'entreprise avec lesquels vous échangez, que vous accompagnez? Est-ce que la réflexion à l'heure actuelle, c'est de toute façon, je ne peux pas agir aujourd'hui, donc je suis bien obligé de voir comment ça va évoluer? Oui, il y a un attentisme en fait, en règle générale, d'ailleurs pas que sur ce sujet, malheureusement. Et du coup, les projets qui avaient été évoqués en 2025, en 2024 même avec nos clients, sont plutôt à l'arrêt aujourd'hui. D'accord, de transmission. De transmission, là on parle de transmission d'entreprise, et on leur dit, écoutez, déjà prenez date sur l'engagement collectif, le premier engagement, donc l'engagement collectif de 2 ans. Vous pouvez prendre date dès maintenant, et même si vous décidez de ne pas en fait transmettre, eh bien tout simplement cet engagement de 2 ans tombera et ne sera pas suivi d'effet. Mais au moins prenez date. Et pour certains, on peut considérer qu'il y a un engagement collectif de 2 ans qui est réputé acquis. Donc là, on gagne quand même les deux années où là, il y a des titres qui ont été conservés, soit par le dirigeant seul ou avec ses associés ou avec des actionnaires. Donc il y a quand même des choses qu'on peut faire à l'heure actuelle, oui, si je comprends bien. On peut acter sur un engagement collectif de 2 ans. Donc on peut déjà gagner 2 ans et on peut, dans certains cas, après c'est à vérifier parce qu'il y a des conditions, bien sûr, mais dans certains cas, on peut procéder à la donation là, cette année. D'accord. Okay. Maintenant, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas sortir un dossier en un mois. Ça, c'est pas possible. Bon, il en reste 3 jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Mais là, jusqu'à la fin de l'année, on a quand même un trimestre devant nous. Donc, c'est faisable. Après, on ne peut pas se précipiter parce que c'est une décision. Alors, il y a un impact fiscal, mais il y a aussi le souhait de transmettre ou pas à sa famille, aux membres de sa famille. La réflexion doit arriver très vite. Exactement. Oui, et elle est peut-être un petit peu poussée justement par ces réflexions fiscales. Et puis on a parfois une réticence en fait des chefs d'entreprise à communiquer les valeurs des actifs professionnels à la famille. D'accord. En fait, c'est pas qu'une question fiscale, c'est aussi. Mais alors, justement, effectivement, Gilles Beausiger, est-ce que vous avez vu quand même que d'un coup d'un seul, ça a poussé de nombreux chefs d'entreprise à réfléchir à ces sujets qui potentiellement qu'ils anticipaient pour 5, 10 ou 15 ans plus tard? Alors, on a eu ce phénomène il y a 1 an, quand il y avait le gouvernement Barnier, il commençait à y avoir des discussions sur pas mal de sujets, il n'y avait pas encore eu la censure. D'accord ? Donc on était quand même dans un contexte un peu différent, et les clients étaient vraiment demandeurs de conseils sur quels sont les dispositifs dont je peux bénéficier aujourd'hui avant l'année 2025. D'accord. Puisqu'on parlait quand même, par exemple, sur la flat tax, de la supprimer. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ce sujet-là aussi. Voilà, et jusqu'en décembre, on a attendu flat tax, pas flat tax, puisqu'on ne savait pas dans quelle mesure ce serait en plus rétroactif. Donc on a eu vraiment ce phénomène d'accélération, dire mais ok, je comprends que le contexte a changé, qu'il y a besoin d'économie, de quoi je peux profiter sur ces prochaines semaines. Mais là, sur 2025, moi, c'est vraiment plus aujourd'hui un espèce d'atterrement, voilà, de dire mais où est-ce qu'on va, et de l'attentisme, et on subit un peu plus les opérations, ce qui n'est pas sain, du tout. Et est-ce qu'à l'inverse, vous voyez des entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprise qui disent ok, en fait, je vais juste
garder mon entreprise plus longtemps et puis on verra si potentiellement il y a un gouvernement qui remet le pacte du Dutreil ou qui arrête d'envisager de l'enlever dans 10 ans par exemple. Ça arrive aussi? Oui, sur le pacte du Dutreil, clairement. Oui. Il y a un attentisme sur le pacte du Dutreil. Après, on parle du pacte du Dutreil, mais ce n'est pas le seul Oui, moyen de bien sûr. transmettre son entreprise. Complètement. On a aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui souhaitent simplement donner avant de céder l'entreprise, donc donner les titres et purger ainsi les plus-values. Donc ça aussi, c'est une bonne technique qui reste encore et qui, j'espère, va perdurer. Qui passe sous les radars, celle-là, pour le moment. Voilà, Donc, en le faisant progressivement, en utilisant les abattements, notamment les abattements fiscaux pour donation de 100 000 euros par parent, par enfant. bien sûr. Donc ça fait partie aussi d'une technique. Oui, on peut utiliser d'autres dispositifs pour anticiper. Voilà, je pense qu'on est tous maintenant, et d'ailleurs on en parle là aujourd'hui, on en parle depuis plus d'1 an, on sait que le pacte du travail va être modifié. Je pense que là, mais certains paramètres seront modifiés, mais il va perdurer. Enfin, j'ose espérer. Eh ben, on va conclure là-dessus. Osons espérer que le pacte du Dutreil perdure, mais anticipons quand même, si je comprends bien, avec Oui. les mécanismes et les autres mécanismes existants Oui. pour réduire effectivement l'impact s'il venait à être modifié fortement. Merci Agnès Bény, gestionnaire de patrimoine. Merci également Gilles Bossigère, vice-président de l'Ordre des experts comptables de Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Quel réflexe adopter à la rentrée en matière d'impôts? C'est la question qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Berthiaud. Bonjour Guillaume Berthiaud. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Sofidy Gestion Privée. Et alors c'est vrai qu'en septembre, c'est pas mal de se poser la question un petit peu de quels sont les petits réflexes qui peuvent nous faciliter la vie quand on parle d'imposition. Absolument. Et il y a 3 choses à savoir importantes et à songer en septembre. La première chose, c'est est-ce qu'on a encore le droit, est-ce qu'on peut encore prétendre à son avance qu'on va recevoir en janvier 2026? Je m'explique en deux mots. Bien sûr. En janvier 2026, vous allez recevoir 60% du crédit d'impôt et des réductions d'impôt auxquelles vous avez eu le droit, mais au titre des revenus 2024, de votre D'accord. déclaration 2024. Si en 2025, ça a changé, et vous n'avez plus droit, par exemple, à cette réduction ou à ce crédit d'impôt, vous allez recevoir quand même 60% en janvier 2026 de cette somme au titre de 2024. Bien sûr. Et si vous n'y avez plus en 2025, en septembre 2026, vous allez devoir rembourser cette avance. D'accord, Je oui, prends parce un exemple, vous avez un Pinel qui finit en 2024, il n'est pas renouvelé en 2025, une réduction au titre du Pinel. Eh ben, il faut prévenir les impôts pour ne pas recevoir l'avance de 60% D'accord. en janvier. Pour pas que ce soit renouvelé de manière tacite, pour pas que vous le receviez quand même la somme, Voilà. et parce que s'il y a une erreur qui est faite à ce moment-là, elle sera de toute façon régularisée plus tard. Et C'est c'est ça surtout- qu'il faut avoir en tête. Voilà, c'est surtout que quand vous allez vous faire votre déclaration 2025, on va voir que vous n'y avez plus le droit au titre de 2025. Et donc en septembre, c'est la double peine. On a le reliquat d'impôt plus l'avance à rembourser. Deuxième chose à avoir en tête, c'est qu'on peut moduler son taux de prélèvement à la source. Oui. Le taux de prélèvement à la source, du 1er janvier jusqu'à août, il est calculé par rapport au revenu 2023. Encore une fois, rebelote, vous faites votre déclaration 2024, et donc vous avez un taux qui change au titre des revenus 2024 à partir de septembre. Néanmoins, le prélèvement à la source, ça reste une avance. Si en 2025, vos revenus, par exemple, vont baisser drastiquement par rapport à 2024, vous pouvez demander aux impôts de baisser votre taux de prélèvement à la source pour qu'il soit plus cohérent par rapport à vos revenus. Bien sûr. Juste une règle à savoir, il faut qu'il y ait une différence d'au moins 5% entre le nouveau taux calculé et le taux initial qui avait été communiqué par les impôts. Donc quand on a des revenus qui changent, effectivement, il faut bien penser à monitorer ce taux de revenu à la source. Il y avait 3 choses. Quel est le troisième réflexe à adopter? Voilà, le dernier réflexe, c'est plutôt une information, mais il peut y avoir une modification à faire. C'est qu'à partir du 1er septembre, également, un gros changement, c'est qu'on va passer pour les revenus personnels, pour les foyers qui sont dans une Oui, imposition commune, bien sûr. pour les revenus personnels issus, par exemple, des revenus d'activité, on va passer sur un taux individualisé. Ce Oui. n'était pas la règle hier. Avant, on avait un taux foyer, un taux personnalisé, et donc celui qui gagnait le plus payait la même chose sur ses revenus en prélèvement que celui qui gagnait le moins dans le Oui, bien foyer. sûr. Maintenant, ça va être un taux qui va être proportionnel à son imposition. C'est plus juste pour 2 raisons. La première, vous contribuez vraiment à hauteur de vos revenus d'activité. Complètement. Et puis la deuxième, une petite confidentialité supplémentaire pour votre employeur qui ne va pas vraiment pouvoir savoir quel est le revenu global du foyer parce qu'il verra que votre taux de prélèvement par rapport à vos revenus. Pour tous les revenus communs du foyer, exemple les revenus fonciers,
on reste sur le taux personnalisé. Voilà, donc la règle change. Maintenant, c'est d'office le taux personnalisé, le taux individualisé. Et on peut faire quand même une option pour le taux personnalisé. On pouvait le choisir avant déjà, mais il fallait faire une manipulation, alors que maintenant ce sera la base et donc ce sera la règle. Et donc quand on suivait ça d'un peu loin, ça risque potentiellement de créer une petite surprise pour certains au sein du foyer. Merci beaucoup Guillaume Berthiaud de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Sofidy Gestion Privée. Merci à vous également de nous avoir suivis donc dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver en replay sur bismart.fr et puis sinon, on se retrouve très vite sur Bismart for Change.